Bonjour, je m'appelle François Hy, je suis sophrologue et je vais vous raconter mon métier, mon histoire. Salut François, comment tu vas? Ça va très bien, merci Christophe. Bon, c'est important de demander à un sophrologue comment il va. Est-ce qu'on te pose souvent la question? Alors je la pose plus souvent aux autres qu'on me la pose, mais oui, on me la pose aussi. Oui. Ouais. Quelqu'un qui est dans le bien-être, est-ce qu'il prend soin de son bien-être et comment il définit son propre bien-être? Ah oui, mon bien-être c'est mon quotidien, c'est d'abord moi avant d'aller effectivement accompagner les autres. Ouais. Je suis mon premier expérimentateur. Alors comment tu prends soin de toi? Je déborde un petit peu là sur l'interview, mais comment tu prends soin de toi pour bien aider les autres? Alors tous les jours je fais des moments soit de méditation ou de relaxation dynamique sur moi. Et pour moi, en fonction de mes besoins. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier surtout? Alors oui, donc moi je suis François Hy, j'ai 43 ans, donc je suis sophrologue à Montluçon. Et mon métier, sophrologue, c'est d'accompagner les autres avec la méthode de la sophrologie, qui est une méthode à base de respiration, de mouvements synchronisés à la respiration et d'image mentale. Elle permet d'aller chercher ses capacités et ses ressources à l'intérieur de soi et de connaître et de développer un peu mieux sa conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une séance de sophrologie? Là, tu as employé des termes, ouais. Ton jargon. Oui. Est-ce que pour des non-initiés, j'en fais partie, oui. Est-ce que tu peux lever le voile sur, grosso modo, demain je viens te voir, je dois m'attendre à quoi en fait? Oui. On va faire une séance ensemble. La première des choses, c'est qu'on va se rencontrer, on va discuter. On va essayer de convenir ensemble de quoi tu as besoin et de laisser ça ressortir. On va passer par une phase de relaxation corporelle. Et à l'intérieur de cette phase de relaxation corporelle, on fera certains mouvements qui sont prédéfinis et prédéterminés en fonction de ton besoin et qui vont te permettre de laisser émerger ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu reçois des patients, tu les appelles les patients? Je les appelle pas, j'ai pas le droit de les appeler des patients. Alors tu les appelles comment les personnes? Je suis obligé de les appeler des clients, c'est pas que ça me plaise. Mais... Ok. Quand tu reçois les clients, est-ce qu'ils repartent avec des méthodes clés en main? Ouais. Ou est-ce qu'ils ont besoin de venir te voir pour pratiquer? Alors ils repartent pas avec des méthodes clés en main, ils repartent avec leur méthode à eux. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations qui sont faites par le biais des relaxations dynamiques. Il y a des prises de conscience qui arrivent pendant ces séances et il y a des choses qui effectivement marquent plus que d'autres parce qu'elles sont importantes pour la personne qui les vit. Et en fait la personne, pardon je bafouille un petit peu, mais la personne repart avec ça chez elle et le reproduit au quotidien, comme de la respiration abdominale, comme simplement prendre des pauses dans une journée pour pouvoir se recentrer. Voilà, toute cette méthode-là en fait fait qu'on arrive vers un mieux-être et qu'on n'est pas uniquement dans un bien-être qui dure 5 minutes. Tu peux revenir un peu sur ces notions bien-être et mieux-être? Ouais, ben, c'est simple. Le bien-être, ça va être, on va faire une pratique et pendant 5 minutes, on va être bien. Le mieux-être, c'est on va répéter une pratique tous les jours et on va aller beaucoup mieux. À quel moment tu sens en fait que les séances sont terminées, que le client n'a plus besoin de venir te voir? Est-ce que tu le sens ou est-ce que c'est le client? C'est super important ce que tu viens de dire. Effectivement, ça se sent. C'est-à-dire que quand une personne déjà arrive là où elle a envie d'arriver, elle le sent. C'est-à-dire que déjà d'elle-même, elle le dit. Et ça se voit, parce qu'en général, elle va mieux quand elle a réussi à avoir, on va dire, ce qu'elle était venue chercher, hein, que ce soit un besoin de se rassurer, que ce soit un besoin de se calmer dans la journée, où voilà, il existe autant de besoins que d'humains sur Terre. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'accompagnement est fini. En général, il dure moins de 10 séances. Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement. C'est si, encore une fois, pour reprendre mon exemple, si demain je viens te voir, je dois me projeter sur à peu près combien de séances, à quel rythme?
On part sur 5, on fait un point sur 5, en général c'est 6, 7 grand max. Ouais. Au-delà de 10, il faut faire autre chose, c'est de la thérapie brève, la sophrologie. D'accord. Sur des séances hebdomadaires, comment ça se passe? Alors ça dépend complètement de la personne. Les personnes qui sont on va dire, en grande détresse, comme les gens qui font des angoisses, ou là on va être sur toutes les semaines, et on va être sur une fréquence assez régulière. Et petit à petit, je vais espacer les dernières séances pour leur permettre de conquérir leur autonomie et de repartir avec leur propre méthode à eux sur la fin. Comment t'en es venu, toi, à vouloir faire sophrologue? C'est quoi ton parcours? Mon parcours. Alors, il est bien loin de la sophrologie au début, parce que donc, j'ai eu un parcours scolaire qui était terrible. J'étais pas forcément un très bon élève, avec plein de difficultés que j'ai compris d'ailleurs après, parce que j'étais dyslexique. Donc c'était pas forcément évident pour les apprentissages, notamment l'orthographe et tout ce qui était écrit. Et petit à petit, vers le lycée, j'ai découvert la musique et notamment l'apprentissage de la guitare, et qui m'a permis curieusement de beaucoup mieux apprendre. Qui m'a permis très clairement d'avoir une bien meilleure scolarité et une bien meilleure mémorisation de tout ce qui se passait dans le niveau scolaire. J'ai réussi à aller jusqu'à un BTS qui était plutôt dans une voie commerciale. Mais bon, à cette époque-là, on ne cherchait pas trop à comprendre pourquoi ou ce qu'on allait faire ou quoi que ce soit. Le but, c'était grosso modo d'aller travailler, d'avoir un CDI, et ça, c'était le rêve. Donc ça, c'était génial, et en fait, il s'est trouvé que avant d'avoir mon diplôme, j'avais déjà mon CDI. Alors le truc, c'était improbable. Donc je me suis dit chouette, je suis arrivé. C'est-à-dire que j'étais en mode, ça y est, t'es arrivé. Ma vie est complète. Ma vie est complète. J'ai du boulot sur certains, je peux avancer. Et j'étais dans une voie de commerce, j'aimais bien le contact avec les gens, j'en avais fait pas mal, que ce soit dans différents endroits, différents stages, différentes petites entreprises. C'est quelque chose qui me plaisait, j'aimais beaucoup être en contact et parler avec les gens. Et j'ai avancé dans ce chemin-là. Je suis rentré donc par le biais des assurances à l'époque. C'est le métier qui s'est présenté. Ça m'a plu, j'ai fait ça 3-4 ans. Mais bon, au bout d'un moment, toujours la même nécessité, la nécessité financière. Ça payait pas assez. Donc du coup, je me suis orienté vers le monde de la banque, qui était très proche. Là, je gagnais effectivement un peu mieux ma vie, et j'ai continué sans trop réellement me poser de questions. Et en parallèle de ça, il m'est arrivé en fait un événement dans ma vie, parce que j'ai une petite fille, et le jour de ses 2 ans, je préparais un magnifique rôti dans le four, et je discutais d'une manière un peu distraite, et j'ai pris le rôti dans le four mais sans les gants, et j'ai ressorti le rôti du four que j'ai posé gentiment, mais j'étais complètement brûlé sur le bout des doigts. Et là on s'est tous regardés en disant qu'est-ce qu'on fait, et donc on m'a mis des poupées au bout des doigts avec de la biafine pour que tout se passe bien. Et tout doucement, j'ai continué ma journée, puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui me dit « Mais t'as pas un copain qui coupe le feu ?» Et j'ai dit « Ah, oui, effectivement, j'ai un copain qui coupe le feu. » Et je vais l'appeler, et donc j'appelle ce fameux copain, et il me dit « Oui, mais t'es chiant, je sais pas faire à distance. » Je lui dis, tu peux essayer quand même. Et il me dit, non, il faut que tu viennes. Donc j'y vais avec mes poupées au bout des doigts, je pouvais rien toucher, j'avais des cloques, c'était la catastrophe. Donc je vais voir ce fameux copain, et j'arrive, et je ressors de chez lui, j'enlève toutes les poupées de biafine, mes doigts, j'avais des doigts de bébé. Donc j'avais gagné ma journée. Et j'avais pas gagné que ma journée en fait à ce moment-là, parce que y a une porte qui s'est ouverte pour moi et qui disait comment c'est possible en fait, qu'est-ce qui se passe. Bon, il se trouve qu'effectivement c'est un ami, et que du coup derrière on a discuté, je lui posais des questions, mais il me répondait pas. Bon, puis au bout d'un moment, ça a duré un petit moment, et je lui dis mais tu veux pas me passer ton truc, parce qu'effectivement je sentais que c'est quelque chose qui m'intéressait.
Et il me dit, j'attendais que tu me le demandes. Ah, bon, je l'avais pas vraiment vu comme ça. Et donc effectivement, il me donne le truc pour couper le feu, et pas que couper le feu d'ailleurs, plein d'autres choses. Et là, je commence à faire mes propres expérimentations avec ça. Et c'est-à-dire que passer d'une vie de banquier, on va dire, bien rangé en contact avec les gens, à toucher autre chose qui est quand même beaucoup plus inconnue. Et, presque ésotérique. Oui. Presque ésotérique, on est d'accord, qui est plutôt traditionnel, mais un peu caché. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Et ça devenait quelque chose d'un peu compliqué, puisqu'il y a ce conflit qui se passe à l'intérieur de soi, en disant mais c'est pas possible que ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ouais. Et là, c'est pas du 100%, marche pas à tous les coups, mais ça fonctionnait de plus en plus et de mieux en mieux. Je dis, c'est quand même vachement bizarre cette. Et de là, effectivement, né il y a une bonne quinzaine d'années, né de cette fenêtre qui s'est ouverte, j'ai dit je vais ouvrir le rayon un peu plus fort, parce qu'effectivement, il faut aller regarder ce qui se passe, il ne faut pas ignorer les choses. Elles existent, elles sont là, et il faut regarder. Donc je suis allé dans le développement personnel, et j'ai regardé ce qui existait dans le développement personnel. Donc j'ai énormément lu, j'ai énormément essayé de pratiquer. J'ai fait d'autres formations, je me suis formé de la méthode énergétique, du Reiki, de la méthode d'Ankh, de la trame. J'ai fait le curieux jusqu'au bout. Je suis même allé m'intéresser à de l'alchimie, je suis allé m'intéresser à énormément de domaines qui reliaient tous un seul vecteur qui était l'humain. Voilà, qui était vraiment, finalement, depuis le début, au cœur de mon intérêt. Et en parallèle, j'étais banquier. C'est pas incompatible, la preuve. Non, bien sûr que c'est. Alors, exactement, mais c'est absolument pas incompatible. Sauf que, à un moment donné, est venue se poser cette question de. Mais en fait, c'est quoi le sens de ce que tu fais tous les jours ? Parce que quand on va chercher un métier avec un CDI, juste pour avoir un CDI et de l'argent, et qu'on fait un métier pour avoir de l'argent, on ne peut pas expliquer vraiment que ça a un sens profond sur ce qu'on est et sur les valeurs qui nous sont propres. Et c'est là qu'effectivement, plus je faisais de développement personnel, plus je m'apercevais que oui, ma valeur, c'était vraiment l'humain. Et c'est ce qui m'animait et c'est ce qui me semblait intéressant. Et parallèlement à ça aussi, dans le développement personnel et dans toute ma démarche, j'ai trouvé que je commençais à arriver sur une limite qui me dérangeait légèrement. Alors je sais que ça ne dérange pas forcément tout le monde, mais moi ça me dérangeait. C'est-à-dire que je me retrouvais avec des méthodes, une myriade de méthodes, parce qu'il existe plein de choses dans le développement personnel. Comme je disais tout à l'heure, autant qu'il y a d'étoiles. Ouais. Mais je trouve qu'elles avaient un côté addictif pour les personnes qui en bénéficiaient. J'étais sur cette limite que je commençais à toucher du développement personnel et j'étais toujours banquier. Par nécessité économique, on est d'accord. Et je suis allé faire le chemin de Compostelle. C'est-à-dire que je suis parti, on doit être en 2017, 1er avril 2017, c'est pas une blague. Je suis parti à pied, je suis parti faire le développement, je suis parti démarrer ce chemin du Puy-en-Velay, me disant qu'à un moment donné, j'avais lu beaucoup de choses, mais c'était bien aussi d'aller pratiquer un peu plus. Et donc, je suis allé toucher une autre forme encore de développement personnel qui était réellement dans le dur, au jour le jour, sur un chemin où pendant une dizaine de jours, parce qu'à l'époque j'étais parti qu'une dizaine de jours, puisque je devais travailler, pour pouvoir découvrir ce que c'était. Et alors là, c'est-à-dire que tout a réellement pris un autre sens, pris une autre saveur. Là il y avait vraiment quelque chose qui se passait. De super intéressant, que ce soit en moi, que ce soit avec les gens que je croisais. Et j'arrive à la fin de ce séjour, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'à un moment donné, ça soit si génial et que le truc dans le quotidien, ce soit pas aussi bien. C'est pas normal en fait. Tu peux expliquer ce que tu as découvert pendant ces 10 jours ? Qu'est-ce que j'ai découvert ? Oh là là. Grosso modo, juste si on peut faire une synthèse de ce que tu as compris en toi, et peut-être de ce que tu as compris chez les autres.
Alors, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir. non, c'est pas faire de la mais psychologie. quelque part, ce cheminement, pour moi, tu vois, pour imaginer un peu mon propos, j'ai l'impression que tu as cheminé vers toi, vers la rencontre de toi. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça, de toute manière, je suis allé que de mois en mois en passant par les autres. C'était ça le truc. Et ce que j'ai réellement retenu de ce chemin, c'est que on n'avait pas besoin d'en avoir des tonnes sur le dos. J'étais parti avec 20 kilos. Et j'ai dû enlever au moins 10 kilos pour pouvoir effectivement finir ce parcours. Et c'est très, comment dire, toi qui parlais d'image et de langage imagé tout à l'heure, c'est exactement ça. Moins on en a sur le dos dans la vie, et mieux on se porte. Hein. Et mieux on se porte avec soi, et mieux on se porte avec les autres. Et c'est réellement la première des leçons en fait, que j'ai apprises. Et de la gentillesse, de la bienveillance, je veux dire, quasi naturelle des gens sur ce chemin. On a l'impression que c'est surnaturel, alors qu'en fait, ça devrait être normal quand même. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on s'encombre de choses qui nous paraissent essentielles, qui ne sont qu'illusoires, parce qu'au final, elles ne font que nous peser, nous entravent dans notre quotidien? Tu parlais que tu es parti avec un sac à dos de 20 kilos, tu as gardé l'essentiel. Les émotions. Parce que dans ton cheminement, tu t'es rendu compte qu'en fait, il fallait garder la base, l'essentiel. Et dans notre quotidien, tu sais, alors surtout dans la société actuelle où il faut consommer, acheter pour, entre guillemets, se sentir mieux et exister, au-delà du matériel, on s'encombre de quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous pollue? Ah, mais tout ce dont on s'encombre est à l'intérieur. Principalement, c'est des émotions, c'est des blocages qu'on a gardés, des vieilles rancœurs du passé, lui je le regarde, je l'aime pas, ou on s'encombre et on se pollue avec ça. C'est absolument pas utile à la vie de tous les jours. C'est absolument pas utile à la vie de tous les jours. Et au contraire, ça empêche d'être dans son état naturel. Notre état naturel à tous, c'est la joie. Comment tu fais, du coup, une fois que tu prends conscience de ça, comment tu fais pour te délester en fait, de ce qui t'encombre? Comment je fais pour me délester de ce qui m'encombre? Du développement personnel. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Non. C'est un long cheminement. Je suis allé voir des psychologues, j'ai effectivement fait du développement personnel. Il faut se faire aider. À un moment donné, il faut se faire aider. On peut pas, on peut pas tout faire par soi-même. C'est pas possible. C'est pour ça que les autres sont là. On a tous besoin du petit coup de main à un moment donné. Moi compris. Donc, et là, effectivement, tout ce cheminement intérieur qui s'est passé, qui est bousculant, il a fallu aussi qu'il soit accompagné derrière. Ouais, ça c'est certain. Je reprends le cadre, je reprends le chemin de notre discussion. Non, mais c'est vachement intéressant. Mais il faut qu'on reste focus un peu sur ton parcours et comprendre un petit peu ton cheminement de façon un peu synthétique. Donc, tu as fait cette rencontre de toi, tu prends conscience de tout ça. La suite, du coup, pour arriver à la sophrologie? Alors, quand je suis, et c'est là que ça a commencé à se passer. C'est-à-dire que quand je suis revenu du chemin de Compostelle, je me suis dit qu'il fallait que je change des choses dans mon quotidien. Mais je me le disais sans réellement le faire. C'est-à-dire que je continuais mon développement personnel, je continuais mon métier de banque, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon corps dise non, stop. C'est-à-dire qu'il y a un matin, j'ai voulu me lever et mes jambes, elles, n'ont pas suivi. Et là, j'ai dit, il y a un problème. et effectivement, il y avait un problème. Donc ça faisait un bon moment que je tournais en rond. Donc je suis allé voir mon médecin qui m'a arrêté, qui m'a dit, François, à un moment donné, voilà, il faut que tu te reposes. Ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait pour de vrai. C'est-à-dire que j'ai dit, ça devait être du vrai repos, c'est-à-dire je vais penser à rien, je vois personne, je me suis mis dans cette espèce de grotte tout seul et à rien faire. Et en fait, c'est vachement bien de rien faire des fois. et à ce moment-là, et alors ça, c'est ce qui est assez spectaculaire, que j'ai jamais compris, je me réveille une seule fois dans ma vie, c'est ce jour-là. C'est-à-dire que y en a qui ont des coups de foudre, mais moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai senti de haut en bas, comme un éclair qui me traverse, quand j'ai vu le truc sophrologie. Et on va être très honnête, je ne savais pas trop ce que c'était la sophrologie.
Donc je me suis renseigné sur ce qu'était la sophrologie. J'en ai discuté avec ma sœur, qui était aussi intéressée au sujet et qui elle aussi était intéressée par la sophrologie. Et notre oncle, qui est sophrologue, nous avait conseillé une école. Voilà, qui n'était pas très loin de Clermont, réputée plus ou moins sérieuse. Et en fait, j'ai juste pas réfléchi. C'est-à-dire que je me suis inscrit à l'école alors que j'étais toujours banquier. Ouais. Donc, j'ai pas du tout réfléchi. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je veux pas dire que ça. C'était maintenant. Honnêtement, c'est pas je le sentais. Je sentais surtout le coup de pied au cul pour y aller en fait. C'était vraiment, il fallait que j'y aille quoi. Ouais. C'était impérieux. Fallait y aller. J'y suis allé. J'étais dans un état. Il a fallu que je fasse une lettre de motivation, que je fasse un entretien de motivation en plus pour rentrer dans l'école. Bon, tout a été validé, tout est passé comme ça. Alors attends, tu vas un petit peu vite, je reprends. Comment, au niveau des modalités, comment tu passes de banquier à étudiant en sophrologie? Est-ce que tu as fait les deux en même temps? Je pose la question pour les personnes qui seraient intéressées pour faire la formation de sophrologue. Est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce qu'on peut garder son activité première et en même temps se former sophrologue? Est-ce que ça a un coût? Lequel? Est-ce qu'il y a des stages? Comment s'est passée la formation? Ouais, en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé au premier module de formation et en sortant du premier module, je me sentais absolument pas à ma place et je vois le formateur, il m'a regardé, il m'a dit non mais ta place elle est là. Et là j'ai dit bon, ça paraissait évident. Effectivement, ça me paraissait évident que ma place était là-bas. Et je suis sorti, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis parti. Donc les cours de sophro, ils étaient du lundi au vendredi, genre classique, tu étais obligé de prendre une période de repos pour poursuivre la formation? Ça s'est passé comment avec ton emploi de banquier en fait? Les cours, en fait, c'est-à-dire que je posais des congés au début pour pouvoir aller en formation, c'était 3 jours par mois. Et en fait, après, c'était tous les jours du boulot à la maison. Et c'était ça, en fait, le rythme. Sur combien de temps? 2 ans et demi. Ah oui, c'est lourd, hein. Enfin, c'est long. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a un temps, la sophrologie, elle s'intègre vraiment petit à petit. Alors, pas forcément pour celui qui veut venir de manière thérapeutique, on est d'accord, mais pour celui qui veut devenir sophrologue, elle doit être pratiquée effectivement au quotidien. C'est un vrai travail sur soi, en profondeur, comme on dit, et ça nécessite de le travailler tous les jours. Comme je le fais tous les jours aujourd'hui, d'ailleurs, au passage. Donc, et en fait, plus on le fait, plus on va à la découverte de sa conscience. Alors en formation, vous voyez quel type de cours? Alors en formation, on voit en première année, j'ai vu toute la partie théorique qui était la méthode. D'accord, qui est la méthode de sophrologie, c'est-à-dire toutes les relaxations dynamiques avec tous les degrés qu'elle comporte jusqu'au 4e degré, plus la pratique quotidienne et le mettre effectivement dans ma vie de tous les jours au quotidien, plus du travail annexe sur tout ce qui était les fondements de la sophrologie, tout ce qui va autour bien évidemment. Mais c'est du travail purement sur la méthode théorique et pratique. Ok, tu as une période de stage pendant la formation? Alors oui, ça c'était plutôt la 2e année, où là on ne nous apprend pas la méthode puisqu'elle est acquise, mais on nous apprend à être sophrologue, c'est-à-dire l'approche centrée sur la personne, faire un stage, une mise en condition pratique pour effectivement aller expérimenter notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être. Pouvoir développer tout ça dans le quotidien et où réellement on apprend la posture, on apprend tout ce qui est comportement, les petites clés, les petites astuces, on apprend à devenir sophrologue. Caicedo, qui est l'inventeur de la méthode de la sophrologie, a dit que la sophrologie n'était pas un métier. Et il avait raison, la sophrologie c'est une méthode. Ce qui fait que la sophrologie, on a des sophrologues, c'est parce qu'on a une approche particulière qui permet d'aller un peu plus en profondeur et de développer la méthode avec les gens. Mais la sophrologie, c'est une méthode avant tout. Aujourd'hui, donc tu as ton cabinet, tu es installé depuis combien de temps? Alors je suis installé depuis 2020. 2020, donc ça va bientôt faire 4 ans. Oui, c'est ça. Et pour quelles raisons les gens viennent te voir? Pour quelles raisons on va voir un sophrologue?
Alors, les gens viennent me voir bien souvent pour des problématiques de sommeil. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à dormir. C'est vrai que là, ils font soit des insomnies, soit ils ont un repos qui n'est absolument pas réparateur. Ça doit être un des premiers motifs pour lesquels on vient me voir. On peut également très souvent venir me voir parce qu'on fait des crises d'angoisse. Et là, comment on fait d'une manière pratico-pratique pour gérer ces crises d'angoisse quand on en fait. Ça peut aussi être le cas pour quelqu'un qui a des douleurs chroniques. Qui vient, quelqu'un qui a une fibromyalgie ou quoi que ce soit, pour apprendre à gérer ces douleurs, pour permettre d'alléger le poids. Ça peut aussi être une personne qui va venir parce que elle est dans une situation de séparation, on va être plus dans le psychologique, et qu'elle a besoin de remonter, on va dire, psychologiquement et physiquement la pente. Et voilà, j'ai plein d'autres cas, mais là on a les principaux. Ok. Est-ce que tu as des limites dans ton champ d'intervention, c'est-à-dire à un moment donné, est-ce que tu t'aperçois que la sophrologie ne pourra pas apporter autre chose de suffisant pour le client? Et si oui, vers quel professionnel tu les orientes? Alors oui, la sophrologie a des limites parce que c'est un soin de support. C'est pas un soin proprement dit, c'est-à-dire que c'est un soin qui va avec les autres soins. Ça va à merveille avec de la psychologie, ça va à merveille avec de la médecine, ça va à merveille avec un ergothérapeute, avec tous les professionnels de santé en fait en réalité. Mais ça a des limites parce que c'est pas parce qu'on sait gérer la douleur par exemple qu'on règle le problème de douleur. Et là, la médecine est juste fabuleuse pour ça. C'est pas parce qu'on arrive à faire aller chercher les capacités à l'intérieur d'une personne que les problèmes psychologiques sont résolus. Donc on a besoin d'un psychologue pour traiter le fond du problème. On a besoin également, voilà, j'ai plus d'exemple, mais c'est... En tout cas, tu as besoin de travailler en partenariat, ouais. Et il ne faut pas considérer la sophrologie comme un tout, quoi. Non, c'est pas souvent la sophrologie, elle est vraiment faite pour aller avec tout le monde, ouais. Pas pour prendre la place des autres, mais pour réellement s'imbriquer dans une démarche globale de soins. Et est-ce qu'il y a des idées reçues sur ton métier? Oui, il y a des idées reçues comme quoi c'est juste de la détente ou de la respiration. Alors oui, mais c'est de la détente, oui, c'est de la respiration, mais pour aller chercher quelque chose. C'est ça en fait les idées reçues sur la sophrologie. On pense que c'est juste une méthode pour être de la détente. Trop limitant. Bien souvent on dit c'est de la relaxation, alors que c'est bien plus que ça. C'est le même principe pour un hypnothérapeute. C'est pareil, il va avoir le même type de relaxation, sauf que là les gens ont moins de problèmes pour comprendre qu'il faut chercher quand même quelque chose à l'intérieur. Et là on laisse émerger les choses par elles-mêmes. C'est ça qui est important. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est chouette, c'est une vraie méthode pour répondre à ses besoins. Parce qu'on est complètement ignorant aujourd'hui des besoins qu'on a. Ils sont tous inscrits dans le corps et le corps parle. En général, on écoute plutôt les douleurs. Ou les jambes qui ne suivent pas le corps. Ou les jambes qui ne suivent pas le corps ou quoi que ce soit. Et c'est là où réellement c'est intéressant. On vit tous dans nos têtes. Mais très clairement, on vit tous dans nos têtes. On est dans un blabla cérébral en permanence et à aucun moment on écoute notre corps. Quand on va voir le sophrologue, il va inverser ça. C'est-à-dire qu'il va dire, mais écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, quelles sont les émotions qui sont reliées. Pouf, il y a une prise de conscience qui se passe. C'est-à-dire que ça va à l'inverse du schéma habituel. Et bien souvent, ça débloque des situations. Mais il faut en être conscient. Et pour ça, effectivement, il faut pratiquer un peu. Alors justement, est-ce que tu as des belles expériences, de beaux souvenirs professionnels? Ouais, j'ai j'en ai plein des beaux souvenirs professionnels parce que à chaque fois qu'on voit une personne se débloquer par elle-même, déjà c'est juste waouh. Enfin, on est impressionné par. Qu'est-ce que tu appelles se débloquer par elle-même? Physiquement, tu veux dire? Quand elle s'illumine d'un coup et qu'elle comprend réellement ce qui se passe pour elle, mais c'est juste à ce moment-là, c'est juste magique parce que c'est une personne qui se libère toute seule. Et ça, des cas comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. C'est des gens qui réellement reprennent leur propre pouvoir en fait en réalité et qui se disent ah ouais mais en fait je suis capable de faire plein de choses et voir l'humain grandir, c'est juste magnifique. Je crois que c'est la plus belle des récompenses et c'est ce qui me fait me lever tous les matins. Alors justement, quand tu as fait ton cheminement
personnel qui t'a amené à la sophrologie, que tu as eu ce coup de foudre pour la sophrologie. Oui, je n'ai pas compris tout de suite. Ouais. Je pense que tu t'es projeté à terme en étant sophrologue dans ton cabinet, voilà, tu t'imaginais. Aujourd'hui, avec 4 ans d'expérience, est-ce que ton métier correspond à ce que tu avais imaginé? C'est encore mieux que ce que j'imaginais. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Moi, je pensais très sincèrement, après avoir à peu près 15 ans de développement personnel et plein de choses dans les mains, me dire oui, c'est bon, c'est une méthode de plus. Voilà, je pensais réellement ça. Et en fait, je me suis fait surprendre à devoir faire plus de travail sur moi que ce que je ne pensais, à découvrir beaucoup plus de choses sur moi. Donc, personnellement, ça a été enrichissant. Professionnellement, ça a été une vraie révélation. Ouais. Et alors toi qui es très curieux et qui n'a de cesse que d'apprendre toujours sur toi, sur les autres, sur les méthodes, quels sont tes challenges actuels ou ceux à venir? Vers quoi tu souhaites tendre s'il y a des choses? Alors là, je viens déjà de relever un beau challenge puisque j'ai fait des visites sophrologiques au MUPOP et qu'en fait Si tu peux juste expliquer ce qu'est le MUPOP pour les gens qui sont pas du coin. Le MUPOP, c'est le musée des musiques populaires. Qui est un musée juste magnifique autour de la musique, qui est un musée immersif qui permet avec son casque personnel de tracer tout un parcours musical dans le temps. Et j'ai organisé il y a peu donc des relaxations dynamiques à l'intérieur du musée où on fermait le musée et où on permettait une expérience qui n'avait jamais été faite dans aucun musée. C'est-à-dire qu'on fait une relaxation dynamique réellement à l'intérieur de ce musée. Et les gens ont vécu des expériences fabuleuses. Le mot qui m'a été le plus cité, c'était on se sent vivant, le musée est vivant. Bon, on n'écoute pas ça tous les jours. Donc voilà. Et ça a été un très très beau succès. Donc je pense qu'on va le continuer et il m'a été demandé de l'adapter au handicap. Et donc je suis en train de travailler justement sur le développement de la sophrologie dans le MUPOP pour les personnes polyhandicapées. Ok. Est-ce que tu as des conseils que tu aurais aimé avoir pendant ton cheminement et que tu souhaiterais transmettre à des personnes qui vont ou qui sont en train de cheminer peut-être sur une orientation vers la sophrologie? Écoutez-vous. écoutez-vous parce que si vous écoutez tout ce qu'on vous dit autour, vous allez vous tromper. Si vous écoutez que ce que votre tête vous dit, il y a 90% de chances que vous vous trompiez. Par contre, si vous sentez ce qui se passe, vous ne vous tromperez jamais. Et ça, c'est valable avec les enfants, avec toute la vie en fait, en réalité. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'est cher? Un mantra, non. Mais une citation, oui. La vie ne s'améliore pas par hasard, mais avec le changement. Elle correspond à ce que tu as vécu? Complètement. On arrive au terme de notre échange. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, que tu souhaites aborder ou sinon, je te laisse le mot de la fin. Des points qu'on n'a pas abordés, que je souhaiterais aborder, on en a vu pas mal là, hein, quand même. Moi je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues me voir déjà. Parce que réellement, toutes les personnes que j'ai croisées ont juste été magnifiques, quoi. Et c'est remercier ces personnes-là parce que être sophrologue, c'est certes avoir un diplôme, c'est faire plein de choses, mais si je peux faire ces choses-là, c'est aussi parce que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me font confiance. Et moi, j'ai vraiment envie de les remercier, ces gens-là. Ben moi, je te remercie à mon tour pour le petit entretien qu'on a eu. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Vraiment, tu es quelqu'un de chouette. Et j'invite toutes les personnes qui nous regardent à prendre contact avec toi. Alors, ou en direct ou via ta page Instagram. Donc, tu es sur Instagram, facile de te trouver. Instagram, Facebook, site internet. François et partout. AI. AI, voilà. Moi, je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à découvrir de belles personnes comme moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau portrait. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.